Les équidés de travail vous semblent dépassés? Détrompez-vous, ils sont l'avenir. Impact positif sur l'environnement, don de fédérés, ils occupent une place de choix dans l'évolution positive de notre système économique et social. Chaque jour, la Société française des équidés de travail œuvre pour encourager l'élevage, la formation et la valorisation de ces équidés et de l'énergie cheval. Une politique globale, respectueuse du bien-être animal, pour recréer ce lien historique entre l'homme et l'animal et construire ensemble la société de demain. Nous continuons ce mondial du lion d'Angers avec, vous le savez, 4 tables rondes par jour depuis jeudi et cela jusqu'à dimanche. On fait le tour évidemment de toutes les questions que vous pouvez vous poser, que ce soit pour le sport, pour l'élevage et le bien-être du cheval. C'est d'ailleurs un peu de ça dont on va parler avec l'arrivée du certificat d'engagement et de connaissance. Qu'est-ce que tout cela? On va vous le dire. Je vous présente pour cette table ronde. Je rappelle qu'on était accueillis ici par le Conseil des équidés des Pays de la Loire au Mondial du Lion des jeunes chevaux. Alors, je vous présente, ou vous représente, car elle est déjà venue sur notre plateau pour ces tables rondes, c'est Émilie Morichon. Bonjour Émilie, rebonjour. Rebonjour. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes évidemment directrice de la SHF, Société Hippique Française, et qu'on va voir comment vous allez appliquer ce nouveau certificat ou attestation. Enfin, on va apprendre tout ça. À côté de vous, à côté de moi plus exactement, Vincent Bourreau, bonjour. Bonjour. Vétérinaire, président AVF. Vous êtes, c'est bien ça AVF? Vice-président, pardon. Vice-président, parce que je vous ai donné un galop supplémentaire. On va voir, vous de votre côté évidemment de vétérinaire et soucieux du bien-être du cheval, ce que cela peut apporter. Quelles sont les contraintes, si les contraintes il y a, en tout cas les bienfaits de tout cela. Et puis Guillaume Blanc, qui était à côté d'Émilie. Bonjour Guillaume, vous êtes directeur d'accompagnement à la filière équine à l'IFCE. Justement, c'est avec vous qu'on va débuter cette table ronde. Bonjour. Bonjour Guillaume. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau certificat? Expliquez-nous pourquoi, comment et depuis quand. Alors, je vais essayer de rappeler un petit peu l'histoire. Il y a eu la loi sur la maltraitance animale qui a été promulguée en décembre, donc dite loi d'Ombreval. Oui. Les décrets d'application. Dans ce décret d'application, on a deux choses. On parle beaucoup de certificats, et je crois qu'on se trompe un petit peu de terminologie, puisqu'un certificat, de façon sémantique, ça a une vraie notion. Alors que quand on lit le décret, c'est bien le détenteur qui atteste de ses connaissances en termes de bien-être, en termes de soins aux chevaux. La nuance, c'est qu'il y a une démarche active et voilà. Non pas passive. Et surtout, il y a des structures qui vont pouvoir le délivrer, ou des vétérinaires, mais la personne ou la structure qui va délivrer l'attestation ne vérifie pas les connaissances de la personne. C'est bien à la personne d'attester de ses propres connaissances. Donc je pense que les acteurs de la filière vont accompagner ces gens pour acquérir de nouvelles connaissances, mais là-dessus, il faut être très vigilant. Ce n'est pas un certificat qui est délivré, c'est une attestation qui est signée par le détenteur lui-même. À partir de quand on doit donc signer cette attestation? Alors, théoriquement, la loi doit s'appliquer à partir du 31 décembre 2022. Ah oui, donc c'est bientôt, c'est dans quelques semaines. C'est bientôt, mais pour l'instant, on n'a toujours pas d'arrêté d'application. Ouais. Mais en pratique, ça sera à partir de combien de chevaux? Est-ce que si on a un seul cheval, on doit le faire ou... Alors, en fait, quand on regarde l'esprit de la loi, c'est pour éviter les achats d'impulsion. C'est-à-dire
ça a été bâti au départ pour les carnivores domestiques. Mais c'est ce qui s'est passé un peu pour les chiens, en fait. Bah, c'est la même loi à la base. D'accord. C'est la même loi et l'objectif, c'est d'éviter les achats d'impulsion. Donc ça va commencer dès le premier détenteur. La différence qu'on a entre les animaux de compagnie et les chevaux, c'est que pour les animaux de compagnie, généralement, l'acheteur est également le détenteur, c'est-à-dire celui qui va gérer l'animal au quotidien. Dans les équidés, bien souvent, on a des propriétaires d'un côté et des détenteurs, c'est-à-dire ce ne sont pas eux qui vont gérer la vie du cheval au quotidien. Si vous achetez un cheval et que vous le mettez dans un centre équestre ou que vous le mettez chez un éleveur pour la carrière à l'élevage, c'est lui qui est le détenteur, c'est pas vous. Vous êtes juste le propriétaire. D'accord. Sur le plan médical, on veut dire ça, non? Non, mais les vétérinaires, comment vont-ils gérer cela? Est-ce que vous avez quelque chose à dire si vous constatiez, par exemple, que l'attestation faite de la part du détenteur n'était pas en adéquation avec ce que vous constatez? Vous pouvez le déclarer? Comment ça va se passer, docteur? Alors, en fait, je vais apporter un petit complément à ce que vient de dire mon ami Guillaume à côté. Donc, effectivement, le cas de l'attestation est prévu dans le décret pour ce qui est catégorisé comme les professionnels. Mais le décret prévoit aussi le cas des non-professionnels. Et dans le cas des non-professionnels, ce décret se transforme en un certificat. Donc c'est vous qui allez le faire, ce certificat? Qui est délivré pour l'instant, dans l'état actuel du décret et en attendant d'éventuels arrêtés complémentaires, qui ne peut être délivré que par un vétérinaire. Donc en fait, dans notre association des vétérinaires équins français, on s'est préparé à cette échéance que vous avez rappelé de fin décembre pour mettre en place les outils nécessaires à la délivrance de ce certificat. Certificat, ce n'est pas un mot anodin parce qu'un certificat vétérinaire, ça a des conséquences juridiques. C'est-à-dire que nous, Oui, vous avez votre responsabilité. Voilà, vous attestez que. Exactement. À partir du moment où on va certifier quelque chose, on doit vérifier que effectivement ce quelque chose existe vraiment et on doit certifier une personne ou une entité qui est l'objet de cette certification. Donc pour l'instant, l'État fait confiance aux professionnels, comme le disait Guillaume Blanc, c'est-à-dire eux, ils attestent qu'ils le font. Mais pour les particuliers, c'est vous qui allez dire si oui ou non. Alors, vous allez faire quoi? Vous allez aller chez les gens pour voir si là où les chevaux habitent sont corrects, ou ils sont dans les prés avec des prés de qualité, Alors, sur quels critères ça va se De façon simplifiée, c'est exactement ça. Mais en fait, dans ce certificat, il y a deux choses. Il y a un engagement et il y a des connaissances. Alors, on va d'abord commencer par les connaissances. Ces connaissances, elles sont non pas... on ne va pas vérifier que les gens ont acquis les connaissances. On va leur apporter des outils pour qu'ils aient connaissance de ce qu'est un cheval, de ses besoins. Il y a 3 chapitres très précisément décrits dans le décret. Il y a les besoins physiologiques, comportementaux et de santé de l'animal. Il y a les besoins, il y a les obligations en matière de traçabilité, donc ça va aussi dans le cadre de l'identification par exemple. Et il y a une notion qui est très très importante pour le législateur, qui est cette notion de responsabilisation. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'a très bien dit Guillaume, ce que l'esprit de la loi souhaite obtenir, c'est d'éviter les achats irrationnels ou compulsifs ou complètement de personnes qui n'ont aucune compétence pour acheter un cheval. C'est exactement la même problématique qui s'est posée, vous l'avez cité tout à l'heure, pour les animaux de compagnie, les chiens et les chats. Mais alors, à quel moment ça va se passer? Si je vais dans une écurie, je décide d'acheter un cheval, le vendeur ne peut pas me le vendre tant qu'il n'y a pas un certificat, j'ai pas mon certificat de bon propriétaire? Alors, ça peut se faire dans le cadre de la vente, mais ça peut se faire aussi en dehors du cadre de la vente, parce que le décret dit précisément que c'est tout détenteur d'équidés non professionnel qui aura besoin de ce certificat d'engagement et de connaissance. Donc, c'est pas uniquement, comme c'est le cas pour les animaux de compagnie, chiens-chats, c'est pas uniquement dans le cadre d'un nouvel acquéreur, c'est dans le cadre de tout détenteur, sauf dérogation pour les professionnels qui pourront attester de leur connaissance et de leur formation initiale, complémentaire et de leur expérience, bien évidemment, parce qu'on ne va pas demander à un professionnel qui a des chevaux depuis 15 ans et qui a tous ses diplômes et qui met à jour ses connaissances de passer un certificat. C'est pas ça l'objectif. Mais par contre, c'est pour permettre à des personnes qui n'ont pas forcément conscience de toute bonne foi, en toute bonne foi des besoins d'un cheval, d'avoir les informations nécessaires pour prendre leurs décisions en connaissance de cause. Alors, il y aura donc le particulier, il y aura les écuries, puis il y aura l'extérieur, il y aura la compétition.
du jeune cheval notamment. Émilie, vous êtes la directrice de la SHF. Comment vous allez appliquer ce nouveau certificat, attestation, enfin bref, sur vos terrains de concours? Alors, je crois tout d'abord que quand on a été au courant de ce décret qui allait sortir, l'objectif c'était déjà que ça ne soit pas une contrainte à subir pour nos professionnels et un frein commercial aussi pour demain être un nouveau détenteur d'équidés et plutôt une opportunité à saisir. Du coup, ce qu'on a essayé de faire, et on a travaillé de façon collective avec l'ensemble de la filière, notamment avec la Fédération des conseils des chevaux et la Société française d'équidés de travail, et bien sûr l'accompagnement de la VEF et de l'IFCE, c'est d'essayer de rendre accessibles déjà ces informations. C'est-à-dire qu'elles puissent, à un moment que n'importe quel particulier qui va être demain détenteur d'un cheval puisse accéder à ces outils, à toutes ces informations qui ont été menées notamment par le travail de la VEF, qu'on puisse les mettre dans une plateforme qui va être accessible dès le début de l'année, qui s'appellera Equiclass, cette plateforme. Et l'objectif, c'est que n'importe qui aura accès gratuitement à des informations. Est-ce que ça va dans le prolongement de la démarche de la SHF? Vous avez déjà pris cette année des décisions assez fortes, parfois qui ont dérangé quelques cavaliers, à savoir les guêtres pour les jeunes chevaux, etc. Est-ce que ça va justement dans ce que vous voulez prouver, montrer, confirmer, c'est-à-dire le bien-être du cheval sur le circuit des jeunes chevaux? Alors, bien sûr, la SHF a été créée en 1865. On est la plus vieille fédération, institution de la filière. Je crois que c'était dans notre ADN dès le début de mettre en place un dispositif qui était progressif pour la formation du jeune cheval. C'est de toute façon parce que le bien-être du cheval nous était vraiment important. Et l'objectif, c'est toujours de vérifier que à la fois nos professionnels le respectent. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ils pourront attester eux-mêmes. Et s'ils ont besoin d'une démarche de progrès, ils auront accès à de nouveaux outils, à la fois par les outils existants qui passent et cette plateforme de formation Equiclass. Et puis aussi, c'est évidemment que tous les besoins physiologiques et comportementaux et de santé du cheval, et bien même si on a l'impression d'avoir toutes ces informations, peut-être qu'on a encore beaucoup de choses à appréhender. Et il faut que ça soit très facile d'accès. La communication va être évidemment très importante pour ne pas faire peur d'ailleurs et pour pas que les propriétaires aient de crainte. Vous savez que vous pouvez réagir sur la page Facebook Live évidemment de la Semaine digitale du cheval pour poser des questions. On a une question. Camille, on vous écoute. Comment on fait si quelqu'un achète un cheval et qu'il le déclare ne pas avoir besoin du certificat car son cheval sera en pension? Guillaume. Alors là, on est clairement dans le cas typique d'un décalage entre le propriétaire et le détenteur. C'est-à-dire que si votre acheteur, qui va être le propriétaire, n'a pas les moyens d'entretenir le cheval localement et qu'il le mette chez un particulier ou chez un professionnel, ça sera lui qui sera le détenteur. Par contre, le cas typique, c'est j'ai pas d'espace chez moi, mais mon voisin a 1 hectare, je vais mettre le cheval chez mon voisin. C'est à ce moment-là le voisin qui devient le détenteur, qui doit avoir les connaissances minimales pour pouvoir entretenir un cheval. Vincent Bourreau, vétérinaire, est-ce qu'on suit la Suisse qui elle, a pris ce genre de démarche déjà il y a de longues années, j'allais dire, et de manière presque un peu plus stricte? Est-ce que vous confirmez ce sentiment que j'ai? Alors, je ne sais pas si on suit la Suisse, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Suisses, pour plusieurs raisons, ou pour plein de raisons, ont peut-être une démarche un petit peu différente. Et eux, ils sont déjà dans la démarche du permis de détention. Donc la grosse différence, c'est que faut un peu comparer ça à un permis de conduire, en fait. C'est un peu ça là. C'est comme si vous faisiez la différence entre un permis de conduire avec un examen, des examinateurs, un coût, etc., ou un certificat ou bien une attestation, selon les cas de figure qu'on a décrit tout à l'heure, qui là est une démarche volontaire. Il faut bien garder en tête que là, on est encore dans un système qui permet à la filière de mettre en place les outils pour permettre à tout le monde d'aller dans le bon sens et de progresser en matière de bien-être animal. Si ce système-là ne fonctionnait pas, effectivement, un modèle plus coercitif tel qu'il peut exister en Suisse ou dans d'autres pays d'ailleurs, pourrait ultérieurement se mettre en place, mais ce n'est pas l'esprit de cette loi et de ce décret. Une autre question, Camille, je crois. C'est en rapport avec l'autre question. Comment c'est vérifié en fait? Comment on vérifie ça? Alors pour l'instant, l'arrêté n'est pas paru. L'objectif, on a travaillé avec la DGL qui s'occupe, les services vétérinaires si on veut simplifier, qui s'occupe également de l'alimentation. L'objectif, c'est de pouvoir enregistrer
ces certificats de détenteurs. Dans le cadre de la traçabilité, il existe une structure qui s'appelle le CIR, qui enregistre déjà tous les équidés, tous les lieux où résident les équidés de façon habituelle. Et l'objectif, c'est de pouvoir ajouter à cette information l'information du détenteur. Donc on a un lieu dans lequel on va avoir des équidés qui est enregistré et on va avoir un responsable de ce lieu de résidence habituelle des équidés. Parce qu'on a toujours un petit problème de sémantique. Quand on parle de détenteur, on a vite tendance à parler des lieux de détention. Et pour le public, le lieu de détention, c'est quand même un aspect très négatif. Le détenteur, ça a une vraie signification et on préfère parler de lieu de résidence habituelle des équidés. Le verbe aura beaucoup de besoin de changement, hein, parce que là, c'est la preuve, et c'est sur plein de lexiques du cheval, c'est le cas. Est-ce que la filière n'a pas le choix que de se bouger comme ça? On a eu cet après-midi le président du concours du Mondial du Lion, qui fait très attention à l'écologie, au bien-être. C'est la survie de la filière, prouver qu'on fait attention à notre animal préféré. C'est indispensable. Hein. Oui, mais je pense que là, on l'exprime tout à fait. C'est-à-dire que souvent, on a des problèmes de sémantique, de façon dont on va parler des choses. Il y a le bien-être réel qu'on peut déterminer de façon objective sur les chevaux au travers des stéréotypies qu'on va observer ou tous les signaux de mal-être. Et il y a le bien-être ressenti par le grand public. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de pouvoir accompagner les détenteurs et accompagner les propriétaires par rapport à leur responsabilité, par rapport à l'animal, pour leur donner des informations qui soient fiables. Parce que souvent, on a des gens d'urbaine. Il faut mettre une couverture dès qu'il fait 15 degrés. Non, on n'est pas obligé de mettre une couverture parce qu'il fait 15 degrés. On met une couverture parce qu'on est cavalier et qu'on n'a pas envie de perdre du temps à brosser son cheval ou à le faire sécher. Mais ce n'est pas obligatoire pour le bien-être du cheval. Je pense qu'il y a plein de sujets comme ça où il y a un décalage entre la perception par le grand public et la réalité de terrain. Émilie, une réaction? Oui, je pense que c'est surtout le rôle de toute la filière, c'est-à-dire qu'on doit communiquer, on doit donner la bonne information, et je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir des règles normatives beaucoup plus strictes, comme le disait le docteur. C'est que je pense que c'était une aubaine pour nous, ce décret, qu'on puisse être conscient qu'il fallait qu'on soit tous responsables et qu'on apporte des outils qui vont permettre à la fois au commerce de continuer et surtout que le bien-être soit utilisé, mais dans le bon sens du terme. Oui. Vous imaginez, docteur, refuser un certificat? Il faudrait qu'on vous pousse au maximum. Alors, oui, tout à fait. C'est tout à fait possible qu'on puisse refuser un certificat si on est face à un acquéreur, néo-acquéreur, parce que quelqu'un qui est déjà en place, éventuellement, ça peut être des cas particuliers, mais qui n'a pas les connaissances requises, ni des besoins, ni des implications qu'a la détention du cheval en termes de moyens financiers, en moyens fonciers, de temps à passer, etc. Oui, on peut tout à fait refuser un certificat. Après, il ne faut pas oublier deux choses. La première chose, c'est que là, on est vraiment dans une démarche, comme on l'a dit tous tout à l'heure, une démarche positive pour essayer de faire en sorte de prendre en compte le bien-être animal comme étant un facteur d'excellence. On n'est pas dans une démarche de contrôle. D'ailleurs, le décret ne prévoit pas vraiment ni sanction ni contrôle. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui délivrerait un certificat d'engagement et de connaissance qui serait factice ou qui serait ce que moi j'appelle dans mon jargon un certificat de complaisance, pourrait se trouver mis en cause en cas de problème derrière. Et ça, c'est très important pour nous vétérinaires. En tout cas, c'est l'élément essentiel. C'est-à-dire qu'il y a le fait que l'on certifie, il y a le fait que les connaissances, ça ne doit pas être juste du vent, ça doit être vraiment quelque chose. Et puis, il y a un engagement. N'oublions pas que sur ce certificat d'engagement et de connaissance, il y a la signature manuscrite du propriétaire, du détenteur, de l'équidé, merci Guillaume, et que du coup la personne s'engage nommément avec sa signature. Donc ça a quand même une signification importante, quoi, en fait, hein. On n'est pas sûr encore que ça devrait être fin décembre, mais c'est pas encore tout à fait officiel. Alors, si, fin décembre, c'est marqué dans le décret. Donc mise en application de ce certificat de connaissance à partir au 31 décembre. Donc il faut que les règles évoluent, que l'arrêté soit apparu, et on travaille beaucoup avec la DGL, avec la DGPE, c'est-à-dire tous les services du ministère de l'Agriculture, avec la profession. Et ce que je trouve intéressant dans la démarche française, tout à l'heure, Vincent évoquait les Suisses qui étaient dans du
plus dans du répressif. On est beaucoup plus dans la logique d'accompagnement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, s'est mis en place le vétérinaire sanitaire et la visite sanitaire obligatoire pour tous les détenteurs de plus de 3 équidés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on détient plus de 3 équidés, comme on a un médecin référent, on a un vétérinaire sanitaire, un vétérinaire qui vient nous voir, c'est-à-dire que cette visite obligatoire, elle est payée par le ministère de l'Agriculture pour accompagner autour de tous les axes sur le bien-être. Et là, il va y avoir un rôle de conseil du vétérinaire qui est mandaté par le ministère de l'Agriculture pour aller voir ces détenteurs. Aujourd'hui, on est à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on a réglé tout le problème des détenteurs qui ont plus de 3 équidés. Là, on s'adresse à tous ceux qui vont avoir 1 ou 2 chevaux. Bien souvent, ça va être ça le problème. Oui. Quand on parlait tout à l'heure d'achat d'impulsion, c'est ces gens-là qui sont concernés de façon la plus prégnante. Docteur Vincent Bourreau. Oui, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes détenteur d'équidés. Vous avez 2 cas de figure. Soit vous êtes professionnel, et dans ce cas-là, vous avez forcément autour de vous un contact, ça peut être la SHF, ça peut être d'autres structures, qui va forcément vous proposer les moyens d'acquérir ces connaissances et de remplir vos obligations réglementaires. Si vous n'avez pas autour de vous de professionnels, à la limite, vous pouvez vous retourner vers le conseil d'équidés de votre région qui pourra vous orienter vers tel ou tel outil et contenu de formation, soit via l'IFCE, via Equiclass, via différents sites. Et si vous êtes dans le cas de figure où vous êtes un particulier, que vous êtes entre guillemets sans encadrement, sans personne autour, vous avez la possibilité de vous retourner vers votre vétérinaire sanitaire ou votre vétérinaire traitant, si vous n'avez pas de veto sanitaire. Je rappelle que si vous avez plus de 3 équidés ou plus, vous avez l'obligation d'avoir un vétérinaire sanitaire. Et comme l'a dit Guillaume, ce vétérinaire sanitaire, c'est son job d'aller vous apporter ses conseils. Et puis je voudrais quand même, parce que je n'ai pas eu la question, mais je sens qu'elle va venir un moment, la question du coût. N'oubliez pas que dans le cadre du mandat du vétérinaire sanitaire, qui est donc un mandat qui est délivré par l'État, enfin qui est délégué par l'État, pardon, la visite sanitaire obligatoire qui doit intervenir tous les 2 ans au minimum, mais qui a un suivi entre ces 2 visites tous les 2 ans, hein, donc c'est pas juste une fois tous les 2 ans et puis c'est fini. Dans ce cadre-là, c'est peut-être le moment de poser la question à votre vétérinaire sanitaire, encore une fois, si vous n'avez pas d'encadrement et si vous n'avez pas d'autres moyens d'avoir les infos, de la délivrance de ce certificat d'engagement et de connaissance pour vous mettre en conformité. Et je vous annonce qu'à la VEF, on est prêt à partir du 1er janvier à répondre à cette demande. Voilà, on va avoir besoin de vous, donc, parce que les gens qui vous écoutent auront besoin d'un peu de guide et d'être informés. Quelque chose à rajouter, Émilie ? Non, je pense que tout a été à peu près dit. Je pense qu'à la fois, il va falloir faire valoir les bonnes pratiques. Je pense qu'on parle beaucoup de mauvaises informations. Je pense qu'il va falloir aussi arriver à accéder à ces particuliers qui sont souvent complètement hors sphère, ni licenciés FFE, ni avec un acheteur professionnel, etc., qui est un peu seul dans l'utilisation et qui, par méconnaissance, ont souvent des maltraitances animales. Donc je pense que c'est là où nous, en tant que filière, on a besoin et on se devait de mettre à disposition gratuitement et de façon très accessible des outils de formation, et c'est ce qu'on va faire tous ensemble. Donc je pense que le collectif va jouer et qu'on est tous conscients de la sensibilité et du travail qui nous reste à faire. Un dernier mot, Guillaume Blanc. Oui, et je pense que Émilie vient de parler de travail collectif. Ça fait longtemps que la filière s'est mobilisée de façon collective pour travailler sur ces questions du bien-être. Quand on regarde par exemple le guide la charte de bien-être équin des bonnes pratiques, a été mise en place de façon totalement collective par tous les acteurs de la filière, depuis les courses jusqu'aux chevaux de trait en passant par les acteurs du monde du sport. Cette charte et le guide surtout a été validé par l'ANSES, donc par les autorités sanitaires compétentes. Donc c'est le premier guide de bien-être pour des animaux qui a été mis en place et validé par l'État. Donc on voit vraiment que comme cette démarche est collective de la part des professionnels pour avancer, quand l'arrêté est en discussion, l'État se retourne aussi vers les socioprofessionnels en leur disant « Venez travailler avec nous sur la construction de cet arrêté ». Et je pense que ce travail en commun entre les socioprofessionnels et l'État, ça nous permet, pour les acteurs de la filière, d'avoir
des lois et des décrets et des arrêtés qu'on va co-construire et pas des lois et des arrêtés qu'on va subir. Et je pense que c'est important parce que à partir du moment où les choses sont co-construites, elles sont plus faciles à accepter. Merci Guillaume Blanc. Dernier mot pour le docteur Vincent. Oui, Bon. très, très rapidement. Juste, alors je vais faire le méchant, mais juste pour bien préciser les choses, il ne faut pas avoir une vision manichéenne du propriétaire amateur qui ferait que des bêtises et du propriétaire professionnel qui serait forcément vertueux. La réalité, elle est un petit peu plus modérée que ça. Donc tout le monde a à progresser et à se remettre en cause. Alors effectivement, il y a certainement des gens totalement ignorants de ce qu'est un cheval, qui ont beaucoup plus à progresser qu'un professionnel qui a 10 ans d'expérience. On est bien d'accord. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde doit être concerné par ça, parce que l'enjeu, il est important pour toute la filière, c'est l'enjeu sociétal. C'est ce fameux enjeu que vous connaissez tous, qu'on connaît tous, de l'utilisation, et je mets les guillemets à utilisation du cheval, qui pour une certaine partie de la société aujourd'hui est de la maltraitance. Donc il ne faut pas oublier que là, on a un outil dont on est maître tous ensemble en se tenant la main pour pouvoir faire progresser les choses. Et de responsabilité collective. Et cette responsabilité, il faut la saisir. Merci docteur, en tout cas. Merci à vous deux pour cette dernière table ronde de la journée. Demain, on fait une pause pour les tables rondes car on laisse place évidemment à ce championnat du monde des 6 et 7 ans avec le cross. On aura des réactions de quelques cavaliers d'ailleurs. On se retrouve dimanche avec 3 tables rondes. Toutes les tables rondes depuis hier sont disponibles en replay. Bientôt d'ailleurs sur le site également, celles qui concernent la SHF. Merci Camille Golens de m'avoir aidé, à Agathe Richard et à Vendée Spectacle de nous avoir proposé ces 2 jours déjà au cœur du Mondial de Lyon. Et merci bien sûr au Conseil du cheval des Pays de la Loire, tout simplement. Merci, à demain.